Je croyais qu'on était soudés entre amis, mais j'ai découvert que l'un d'entre nous était prêt à trahir. J'ai toujours pensé que les vrais amis se soutiennent envers et contre tout, jusqu'au jour où j'ai compris que l'un d'entre nous pouvait cacher un couteau dans le dos. On était toujours 6, inséparables depuis la première année de fac, jusqu'à cette soirée où Roxy s'est volatilisée un dimanche. Elle était simplement sortie prendre un bubble tea vers 20h, puis plus rien, silence radio. 3 jours plus tard, la police lançait une enquête pour disparition inquiétante et rien n'avait de sens. La veille encore, on riait aux éclats devant sa prestation désastreuse au karaoké, on planifiait nos vacances de printemps à la plage sur le groupe. Roxy, c'était notre rayon de soleil, celle qui te harcelait en visio au pied de ta résidence jusqu'à ce que tu cèdes. Allez, on va manger, tu viens? Sans elle, chacun s'est replié dans sa chambre et notre groupe n'était plus qu'un fil TikTok où plus personne ne répondait. Après quelques semaines, on a tenté de se revoir, mais Connor refusait catégoriquement d'aborder le sujet de cette fameuse nuit. C'était le dernier à l'avoir vu. Ils étaient repartis ensemble chercher un bubble tea vers 20h, mais dès qu'on y revenait, ils se braquaient. « J'ai déjà tout raconté aux flics », répétait-il. Puis il changeait de sujet ou quittait la pièce. Ça m'a toujours paru louche. Peu à peu, Connor a commencé à nous ignorer complètement. Mais sur Instagram, c'était la fête tous les soirs. Soirées, beer pong, vacances comme si de rien n'était. Il mettait un temps fou à répondre à nos messages, voire nous laisser carrément en vue. Le groupe se disait qu'il souffrait plus que les autres. Ce soir-là au karaoké, il avait avoué ses sentiments à Roxy pour la énième fois devant tout le monde. Elle lui avait répondu avec la douceur qui la caractérisait. « Tu sais que je t'aime, mais pas de cette façon. » Il avait fait mine d'en rire en commandant une autre tournée, mais tout le monde savait à quel point il tenait à elle. Et pourtant, Connor continuait à nous éviter, sauf quand il s'agissait de parler de Roxy. Dès qu'on évoquait des recherches sur le groupe, il sortait de son silence pour nous rabrouer. « Vous perdez votre temps. Elle n'a sûrement pas envie qu'on la retrouve. » On partageait des avis de recherche et il réagissait aussitôt. « Vous êtes obsédés. Laissez-la tranquille. » Quand ses parents ont débarqué sur le campus, il s'est soudain découvert trop malade pour les voir. Quelques semaines plus tard, je l'ai croisé à une soirée. Il était complètement bourré, titubant, et quand il m'a vu, il m'a happé par l'épaule, l'haleine chargée de vodka. « Tu veux savoir ce qui est marrant ?» a-t-il marmonné. Tout le monde la croit parfaite, mais les gens parfaits ne disparaissent pas comme ça. Peut-être qu'elle est enfin là où elle voulait vraiment être. La façon dont il a dit ça, j'ai eu la sensation glaciale qu'il savait exactement où était Roxy. Là, c'en était trop. Il fallait que j'en parle au reste du groupe. On m'a pris pour un parano. Il est en dépression, a soupiré Nicole. On dit tous des trucs bizarres quand on est en deuil. Richard l'a approuvé. Il l'aimait. Il est juste paumé et ivre. Mais Nicole a ajouté qu'on ne pouvait pas le laisser sombrer tout seul. Même si Connor nous repousse, on doit veiller sur lui. C'est ça l'amitié. On reste là, surtout quand ça va mal. Ce samedi, on a débarqué chez lui à l'improviste. Quand il a entrouvert la porte, Richard est passé en force. Connor avait l'air paniqué, mais on lui a dit qu'on était juste inquiet, qu'on voulait s'assurer qu'il allait bien. Il répétait qu'on devait partir, qu'il était épuisé, qu'il ne dormait plus, qu'il avait besoin de repos. Et c'est là qu'on a entendu un bruit sourd venant du sous-sol. Connor a blêmi, a accusé son voisin de déplacer des meubles, prétendant que les murs étaient fins. Sauf que Connor habite au rez-de-chaussée. En dessous, il n'y a que la cave. Plus il essayait de nous mettre dehors, plus il devenait nerveux. J'ai alors remarqué 2 assiettes dans l'évier, 2 verres sur le comptoir, 2 vestes accrochées. Pourtant, Connor vit seul. On est sorti de chez lui, mais je n'arrivais pas à me sortir tout ça de la tête. Dehors, j'ai insisté sur les assiettes, le bruit dans la cave, ça panique. Les gars, il y a clairement un problème, j'ai martelé. Mais tout le monde semblait soulagé d'avoir fait son devoir. Tu vois, il est vivant, il gère juste son deuil, a lancé Nicole, presque soulagée. Le pauvre, il doit juste avoir un plan cul. Richard m'a tapoté l'épaule comme pour dire que je me faisais des films. Connor a toujours eu des manies cheloues avec son appart. Au moins, on a fait ce qu'il fallait. Même le bruit du sous-sol est devenu une blague. Les vieux immeubles, ça craque, a balancé Jade en rigolant. C'est juste son chagrin. On a fait notre part d'amis. Chacun avait l'air de considérer l'affaire réglée. Mais moi, ce bruit sourd me hantait. Impossible de fermer l'œil cette nuit-là. Je repensais à Roxy, à Connor, à ces 2 verres. À 3h du matin, j'ai pris ma décision. Je suis retournée devant chez Connor et je suis restée garée là à l'observer. Les lumières étaient encore allumées. Par la fenêtre, je le voyais tourner en rond au téléphone, puis disparaître hors de mon champ de vision. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec 2 sacs de courses, des sacs CVS. Honnêtement, qui va à la pharmacie à 3h du matin? J'ai attendu jusqu'à l'aube. Vers 6h, Connor est sorti avec un sac poubelle. Il l'a traîné jusqu'à la benne derrière l'immeuble, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule tout le long, puis il l'a balancé et s'est précipité à l'intérieur. Je savais que je n'aurais pas dû, mais j'y suis allée. J'ai fouillé dans la benne et mon estomac s'est retourné. Tout en haut, il y avait des tickets de caisse CVS, des pansements, de l'antiseptique, des vitamines pour femmes, une boîte de pilules du lendemain. Mais en dessous, trempé de ce qui ressemblait à du sang séché, il y avait le sweat violet NYU de Roxy, celui qu'elle portait le soir de sa disparition. Les manches étaient en déchirées, comme si elles avaient servi à attacher quelque chose, ou quelqu'un. Mes mains se sont mises à trembler tandis que je prenais des photos de tout. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la porte de Connor s'ouvrir, juste au-dessus. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je me plaquais contre la benne, essayant de disparaître dans l'ombre. Les pas de Connor résonnaient dans l'escalier de secours. Chaque bruit métallique me glaçait le sang. Je serrais mon téléphone, les preuves en photo s'affichant sur l'écran, et j'ai pris ma décision en 1 seconde. Le sweat devait rester. Il fallait que je m'en aille. J'ai couru jusqu'à ma voiture, mes baskets claquant sur le béton détrempé. Derrière moi, la voix de Connor a brusquement déchiré le silence du matin, tranchante, pleine de reproches. Il s'était planté devant ma Honda.
me barrant la route de toute sa stature pour m'empêcher de filer. Son regard allait sans cesse de mon visage à l'écran de mon téléphone, et j'ai vu sa confusion se muer en compréhension, puis en quelque chose de bien plus inquiétant. J'ai réussi à lui répondre, d'une voix qui sonnait plus assurée que je ne l'étais en réalité. Ma question est restée entre nous, flottant comme une provocation. Le visage de Connor s'est métamorphosé en un éclair, un instant de panique, puis il a évalué la situation avant de s'endurcir dans une colère glaciale. Il a avancé d'un pas déterminé, et sa réponse m'a glacé le sang. Son aveu m'a percuté de plein fouet. À ce moment-là, une fenêtre s'est ouverte au-dessus de nous. Les protestations de Madame Chen contre le bruit ont été la diversion rêvée. J'en ai profité pour échapper à Connor, mon épaule a frôlé la sienne pendant que je me précipitais vers ma portière. Immédiatement, il s'est tourné vers la vieille voisine, prenant ce ton mielleux et rassurant qu'il était si doué pour adopter. Son explication paraissait d'une banalité désarmante. Juste 2 voisins qui s'étaient un peu emportés à propos des poubelles. J'étais tellement stressée que mes clés m'échappaient, mais j'ai finalement réussi à faire démarrer la voiture. Dans mon rétroviseur, j'ai vu Connor sortir son téléphone, ses doigts courant fébrilement sur l'écran. Mon cerveau tournait à plein régime, cherchant une solution. Le commissariat n'était qu'à un quart d'heure, mais Connor aurait largement le temps d'effacer toutes les traces dans la benne avant même mon arrivée. Mon appartement était plus près. Il fallait d'abord que je mette ses preuves à l'abri. J'ai roulé dans des rues désertes. Tout défilait dans un flou angoissé. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur le siège passager. Nicole n'arrêtait pas d'appeler. J'ai fini par lire ses messages à un feu rouge, la gorge serrée. Connor avait déjà commencé à retourner la situation, me faisant passer pour l'instable. Il peaufinait déjà le récit du bon ami inquiet. Je suis rentrée chez moi presque en courant, oubliant complètement de verrouiller la porte. Mon ordinateur a mis une éternité à démarrer pendant que je créais en urgence des comptes de sauvegarde, téléchargeant chaque photo sur plusieurs plateformes différentes. Le bruit de la douche dans la salle de bain de mon colocataire m'a fait m'arrêter net. Si Connor prétendait que je le harcelais, avoir un témoin de mes agissements nocturnes ne jouerait sûrement pas en ma faveur. Quand tout a enfin été en sécurité, j'ai pris le temps d'examiner les photos de plus près. Les horaires sur les tickets de caisse CVS révélaient un schéma glaçant. Chaque achat à 2h47 du matin, comme réglé sur une horloge. Toujours les mêmes articles. Pansements, antiseptiques, protection périodique. 2 semaines de courses identiques, 2 semaines où quelqu'un était manifestement blessé, retenu, sous contrôle. Mon téléphone m'a sorti de mes pensées avec un message groupé de Richard. Une réunion d'urgence, ça ressemblait à un piège, mais il m'était impossible de refuser sans passer pour le coupable idéal. Connor avait prévu son coup à la perfection. En attrapant mes clés, j'avais conscience que j'allais droit dans la gueule du loup. Nicole m'a appelé alors que je tentais de me préparer mentalement. Rien que dans sa façon de me parler, faussement neutre, j'ai compris que le mal était fait. Elle a récité la version de Connor, selon laquelle je n'arrêtais pas de les interroger, lui et Roxy. Sa voix laissait filtrer le doute. La manipulation de Connor avait commencé à faire son effet. Je ne pouvais pas le laisser détruire les preuves. J'ai foncé jusqu'à son immeuble, les mains crispées sur le volant. Mais la benne était déjà vide alors que le ramassage n'était prévu que dans 2 jours. J'ai fait une capture d'écran du planning pour garder une trace. C'est à ce moment-là que le message de Jade est arrivé, comme un véritable signe d'espoir. Son texto était prudent, presque codé, mais son sens ne laissait aucun doute. Elle avait compris le jeu de Connor. J'ai changé de cap, direction le labo d'ingénierie au lieu de chez Richard. Le salon de Richard était bondé à mon arrivée. Connor, au centre de l'attention, jouait à la victime entourée de nos amis, faisant défiler d'anciens messages de groupe sur son téléphone. Il avait minutieusement sélectionné mes textos les plus anxieux, écrits des semaines auparavant. Chaque question d'apparence anodine devenait soudain la preuve d'une obsession malsaine. Voir comment il retournait mon inquiétude sincère en une accusation me donnait la chair de poule. Il poursuivait sa mise en scène, montrant à tout le monde la chronologie que j'avais construite pour comprendre ce qui était arrivé à Roxy. Ce qui n'était qu'une tentative d'aider à la retrouver servait désormais à m'enfoncer. Les regards des autres oscillaient entre malaise et inquiétude, passant de Connor à moi. Quand il a proposé une intervention, j'ai eu l'impression qu'une corde se resserrait autour de mon cou. La rapidité avec laquelle Nicole fouillait ma chambre alors que j'étais occupée m'a glacé le sang. Tout était trop bien orchestré, trop rodé. Je n'étais sûrement pas le premier à subir ce genre de scénario. En quittant l'immeuble, j'ai découvert un mail de mon responsable de résidence. Des signalements inquiétants venaient d'autres locataires, et mon accès à certains bâtiments du campus était suspendu, le temps qu'on m'évalue psychologiquement. L'emprise de Connor allait bien plus loin que ce que j'avais imaginé. Il avait tout préparé depuis longtemps. Le coup de grâce est venu quand Dr Patel a refusé de tenir compte de mes preuves. Connor était passé la voir avant moi, lui avait raconté son histoire de groupe d'amis brisée par une tragédie, et avait réussi à la convaincre que je projetais sur lui un vieux traumatisme du lycée. Le système qui aurait dû m'aider était désormais contre moi. J'ai trouvé une porte de service entrouverte chez Connor et me suis glissée discrètement à l'intérieur. Son appartement était vide, mais des bruits sourds montèrent de la ventilation, preuve que quelqu'un se trouvait en bas, dans un sous-sol supposé inexistant. La salle de bain de Connor regorgeait d'indices, de longs cheveux noirs dans le siphon, manifestement pas les siens, et son téléphone en charge sur le lavabo, saturé de notifications d'une appli de pharmacie, rappel de médicaments, alerte, minuteur. Il s'occupait du traitement de quelqu'un. Les éléments récupérés par Jade au laboratoire ont tout éclairci. Elle avait tracé l'utilisation de son badge sur le campus, révélant des visites nocturnes répétées dans le sous-sol de l'ancien bâtiment de psychologie. Les horaires collèrent parfaitement à ses passages à la pharmacie, comme s'il suivait un emploi du temps millimétré entre ces 2 repères. Le message d'Emma est tombé alors qu'on bossait, l'ex de Connor de 2e année, celle qui avait mystérieusement changé de fac en plein semestre. Quand elle a proposé de raconter enfin la vraie raison de son départ, j'ai ressenti autant d'espoir que d'appréhension. Le texto privé de Richard m'a prise de court. Il avait repéré les incohérences dans l'histoire de Connor, et Nicole avait mis la main sur mes liens de stockage en ligne. Tous 2 voulaient me voir en secret, loin des oreilles de Connor. Des fissures commençaient à apparaître dans son cercle de soutien.
Sur Instagram, Connor affichait l'image du pote endeuillé en soirée, mais la capture d'écran de Jade, avec sa géolocalisation, racontait une toute autre version. Alors qu'il était censé être avec le groupe, son téléphone le trahissait près du bâtiment de Psycho. Encore une virée nocturne dans son deuxième planque. La docteure Martinez, responsable de la sécurité du campus, m'a appelé alors que je filais vers le dîner hors campus. Sa mention des données de badge de Jade et sa volonté de me rencontrer discrètement ont été le premier vrai rayon d'espoir de la journée. Enfin, quelqu'un prêt à agir m'écoutait vraiment. Le puzzle commençait à prendre forme, mais Connor restait un coup d'avance, anticipant mes démarches, peaufinant sa défense. La bataille pour comprendre ce qui était arrivé à Roxy ne faisait que commencer, et j'étais déjà sur mes gardes. Mais j'avais un atout dont Connor n'imaginait pas la force. Des amis qui commençaient à douter de sa version, des preuves qu'il ne pouvait pas faire disparaître, et une détermination à retrouver Roxy que rien ne pouvait ébranler, ni ses tentatives de manipulation ni ses menaces. J'ai vu sur mon téléphone des captures de la page Facebook de ma mère. Connor s'y faisait passer pour un ami inquiet, lui racontant que j'étais en crise à l'école. Il ne se contentait plus d'agir sur le campus. Il s'immisçait jusque dans ma vie familiale. Ce schéma, je l'ai tout de suite reconnu. Emma m'avait avoué qu'il lui avait fait exactement la même chose avant qu'elle ne quitte la fac. Au restaurant, j'expliquais tout à la docteure Martinez, qui m'écoutait avec une attention rare. Emma nous a rejoints en visioconférence, le visage fermé, pour raconter son histoire. Elle avait été retenue par Connor contre son gré 3 jours en deuxième année, mais quand elle avait essayé d'en parler, tout le monde avait balayé ça d'un revers de main, comme s'il ne s'agissait que d'une dispute de couple. Le schéma empirait, ce qui n'avait duré qu'un week-end avec Emma s'étirait sur des semaines avec Roxy. Nicole, elle, a commencé à trouver louche l'empressement de Connor à vouloir me faire virer. Lors d'une discussion tendue chez elle, elle lui a demandé pourquoi il voulait tant stopper mon enquête si je n'étais que perturbée. Sa réaction a été révélatrice. Il lui a proposé de payer ses frais de scolarité si elle me tenait éloignée de lui. Cette tentative de corruption lui a ouvert les yeux. Nicole a compris qu'il y avait vraiment un problème. Ce soir-là, Richard et Nicole m'ont retrouvée en secret dans mon appart. Ils ont admis que Connor était de plus en plus instable depuis qu'il remettait en cause son histoire. On a décidé d'explorer ensemble le sous-sol du bâtiment de Psycho, avec le badge volé de Jade. Ce qu'on a découvert m'a glacé. Un coin squatté à l'arrache avec des chaînes fixées au mur, des dizaines de flacons de médoc, et le téléphone disparu de Roxy planqué derrière une brique décellée. L'ancienne coloc d'Emma, Sarah, m'a contactée avec des révélations troublantes. La copine de Connor au lycée avait disparu une semaine entière lors de leur terminale. Tout le monde pensait à une fugue, mais à son retour, elle était méconnaissable, fermée, apeurée, et n'a jamais voulu dire où elle était allée. Le schéma remontait à bien plus loin. Le lendemain, Connor m'a agressé verbalement sur le campus. J'ai réussi à enregistrer toute la scène alors que son masque tombait. Il m'a broyé le bras au point de me laisser des bleus, me menaçant si je continuais à répandre des mensonges. Son sang-froid craquait, et le vrai Connor se révélait. Les parents de Roxy ont débarqué à l'improviste sur le campus. Ils avaient reçu des mails bizarres de leur fille disant qu'elle avait besoin de temps pour elle, mais Monsieur Park, expert en cybersécurité, a tout de suite compris que le style d'écriture ne collait pas. Plus inquiétant encore, ces messages venaient d'un appareil que Roxy n'avait jamais eu. Ils n'ont pas été dupes une seconde. Lors d'un dîner, Connor, transpirant sous la chaleur, portait des manches longues. En lui tendant le sel, Nicole a remarqué les bandages autour de ses poignets. Elle lui a demandé, cash, si Roxy s'était défendue. Un silence de plomb est tombé. Connor a tenté de se justifier, puis a changé de stratégie. Il m'a proposé 50 000 $ pour que je prenne un semestre de pause et que je me fasse aider. J'ai refusé, et il a tenté de me culpabiliser. Roxy ne voudrait pas que ses amis se déchirent comme ça. Richard a aussitôt relevé son lapsus. Connor venait d'utiliser le présent en parlant de Roxy. Une erreur qui en disait long. Les potes ingénieurs de Jade ont creusé les notifications de pharmacie sur la capture d'écran du téléphone de Connor. Ils ont repéré un schéma d'achat de sédatifs qui collait avec des cas d'enlèvement médicaux documentés. La chronologie montrait des semaines de captivité organisée. Le cercle de Connor s'effritait, même ses frères de frat prenèrent leur distance. La maintenance a signalé des bruits suspects dans l'ancien bâtiment de Psycho, et, en enquêtant, ils ont découvert que la pièce du sous-sol qu'on avait trouvée avait été vidée à la va-vite. Mais dans une grille d'aération, ils ont trouvé des pages du journal de Roxy. Elle racontait des semaines de séquestration, ses tentatives d'évasion ratées et les délires de Connor sur leur relation. Nicole a dû contracter un prêt étudiant pour rembourser la tentative de pot de vin de Connor, mais elle m'a assuré qu'elle était à fond dans la recherche de Roxy. Petit à petit, notre groupe d'amis, autrefois divisé, s'est resserré autour de cette cause. On a passé des heures à rassembler les pages du journal, chaque feuille dévoilant un peu plus l'emprise et les délires de Connor. Quand on l'a confronté avec le journal, il a fini par craquer. Debout sur le seuil de sa porte, il s'est effondré, reprochant à Roxy de l'avoir poussé à agir ainsi parce qu'elle lui répétait sans cesse qu'elle ne l'aimait pas. Même si, en se confiant, il tentait de rejeter la faute sur elle, c'était bel et bien un aveu. On le tenait enfin. Les parents de Roxy ont confirmé que l'écriture du journal était bien celle de leur fille, et l'expertise numérique menée par Monsieur Park a prouvé que les pages dataient du mois précédent. Les preuves s'accumulaient. Connor n'avait presque plus d'échappatoire. Ses frères de la fraternité l'ont surpris en train de téléphoner, ordonnant à quelqu'un de la maintenir sous sédatif le temps qu'il trouve un plan. Sur le campus, le vent avait tourné. Ceux qui me traitèrent de paranoïaque murmuraient maintenant à propos du comportement étrange de Connor et de la découverte du sous-sol. Grâce à notre mobilisation sur les réseaux sociaux, 3 autres filles ont raconté des expériences glaçantes avec Connor au lycée. Son comportement ne datait donc pas d'hier. Les parents de Roxy, aidés par les contacts de Monsieur Park dans la sécurité, ont engagé un détective privé. Nous avons transmis toutes nos preuves, y compris l'enregistrement de ma confrontation avec Connor. L'enquête prenait une tournure sérieuse et professionnelle, et Connor en était bien conscient. Il était acculé,
Il m'a coincé seul sur un parking et sa confession m'a glacée. Il a avoué que Roxy ne serait plus jamais la même, qu'il s'en était assuré lui-même. Mon téléphone a tout enregistré. Le masque était tombé, révélant enfin la véritable nature du monstre. C'est Sarah qui m'a présenté à Amy, l'ancienne petite amie du lycée censée avoir fugué. Elle a révélé qu'en réalité, Connor l'avait séquestrée dans le chalet familial. Mais tout le monde était tombé dans le piège du petit ami inquiet. Le schéma sautait aux yeux. Connor agissait ainsi depuis des années, se perfectionnant à chaque fois. Nous avons monté un réseau de recherche avec notre groupe d'amis, les ingénieurs Jade et Emma en soutien à distance. Nous avons méthodiquement vérifié tous les endroits où Connor aurait eu accès. Même sa mère, confrontée aux preuves, a fini par admettre qu'elle s'était toujours interrogée sur la disparition de ses petites amies, mais avait préféré détourner les yeux. Derek, son colocataire, a découvert des médicaments pour femmes cachés dans la chambre de Connor, ce qui a définitivement fait voler en éclats ses dernières illusions sur son ami. Les soutiens de Connor tombaient les uns après les autres, à mesure que les preuves s'accumulaient. Le docteur Patel, du service de soutien psychologique, est venu me voir pour s'excuser de ne pas avoir repéré les techniques de manipulation de Connor. D'anciens sceptiques ont commencé à témoigner de leurs propres observations, tandis que d'autres, inconnus, affirmaient avoir vu Connor acheter des produits féminins, toujours tard le soir, toujours seul, et ce durant des semaines. Le détective privé a confirmé que les achats à la pharmacie correspondaient à un protocole médical précis destiné à maintenir quelqu'un sous sédatif, sans risque vital. Les preuves montraient une séquestration longue et méthodique. Les parents de Roxy ont alors donné à Connor 24 heures pour révéler où se trouvait leur fille. Sinon, ils comptaient se charger de l'affaire eux-mêmes. Lors d'une fête sur le campus, Connor a littéralement perdu pied en public, hurlant contre ces femmes ingrates incapables de reconnaître le véritable amour, révélant sa vraie nature devant tout le monde. Les enjeux étaient désormais limpides. Il fallait retrouver Roxy avant que Connor ne commette l'irréparable, ou avant que ses parents ne décident de faire justice eux-mêmes. Au lieu de savourer notre avance, j'ai contacté la mère de Connor avec douceur, lui demandant de nous aider à sauver Roxy et son fils, en nous indiquant un lieu où il aurait pu se sentir assez en sécurité pour cacher quelqu'un. Elle a évoqué une vieille propriété familiale à 20 minutes de route, où Connor passait ses étés étant enfant. En croisant soigneusement les différents lieux, les achats et les emplois du temps de Connor, nous avons identifié 3 sites possibles. Connor a été arrêté au 2e, mais Roxy n'y était pas. Alors qu'on l'emmenait, il a éclaté de rire en lançant « Vous ne la retrouverez jamais à temps ». Sa mère s'est souvenue de détails supplémentaires sur la propriété. Adolescent, Connor passait des heures seul dans un atelier aménagé dans l'ancienne grange. L'équipe de recherche s'est immédiatement mobilisée, tandis que l'avocat de Connor, payé au prix fort, plaidait pour sa remise en liberté immédiate, prétextant un vice de procédure. Le temps jouait contre nous. L'appel de Derek est arrivé alors que nous approchions de la propriété. Il se rappelait que, déjà au lycée, Connor disait que la cave à tempête était insonorisée, parfaite pour répéter avec son groupe, et donc idéale pour cacher quelqu'un. On s'est éparpillé sur le terrain envahi de broussailles, fouillant chaque bâtiment, pendant que l'avocat de Connor déposait depuis son bureau une plainte pour harcèlement contre moi. Les portes de la cave à tempête étaient fermées à clé de l'extérieur, mais des traces de pas fraîches menaient vers un tuyau d'aération émergeant un peu plus loin. Quelqu'un la nourrissait par là. Les engins de Monsieur Park sont arrivés en un temps record. On a soigneusement fait sauter le cadenas, les ambulanciers prêts à intervenir. L'odeur nous a saisis d'emblée, un mélange d'air vicié, de déchets et de peur. Roxy était enchaînée au mur, très amaigrie et à peine consciente, abrutie par la surdose de médicaments. L'équipe de secours l'a extraite méthodiquement, tout en documentant la scène pour les preuves, tandis que je lui tenais la main. Elle a réussi à la serrer faiblement en retour. Dans l'ambulance, ses premiers mots cohérents ont été un souffle. Je savais que tu me retrouverais. Connor disait que tout le monde croirait à ma fugue, mais je savais que toi, tu ne tomberais pas dans le panneau. Les ambulanciers augmentèrent les perfusions alors que nous foncions à l'hôpital. L'avocat de Connor n'a pas perdu de temps. À notre arrivée aux urgences, une plainte pour harcèlement avait déjà été déposée contre moi, invoquant une violation de propriété privée faute de mandat. Mon téléphone vibrait sans arrêt, saturé de notifications alors que la riposte juridique prenait forme. Le doyen m'a convoqué dans son bureau dès le lendemain matin. L'influence de la famille de Connor avait atteint l'administration et je risquais l'exclusion pour avoir participé à l'opération qui a sauvé Roxy. L'ironie de la situation m'a frappée. J'avais sauvé mon ami, mais je pouvais tout perdre. Les parents de Richard l'ont menacé de lui couper les vivres s'il ne prenait pas ses distances avec l'affaire. La famille de Nicole, elle aussi, s'est montrée inquiète. Peu à peu, le groupe d'amis soudés autour de la recherche de Roxy s'est délité, écrasé par la pression des procédures et les soucis financiers. Je comprenais leur choix, mais je sentais la solitude se refermer sur moi comme un étau. Seul dans le bureau du doyen, j'ai dû trancher, accepter un compromis, tout laisser tomber et rester à l'université ou risquer l'exclusion pour que Connor soit enfin jugé pour ses actes. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai choisi de me battre pour la justice, en sachant pertinemment que cela ouvrirait la porte à des années de procédures épuisantes. Lors de l'audience préliminaire, tout le monde s'est retrouvé dans la même pièce. Les survivantes, les familles, les amis et Connor, qui continuait à clamer qu'il s'agissait d'un simple malentendu malgré l'évidence. Son avocat tentait de le dépeindre comme un jeune homme dépassé, réclamant de l'aide plutôt que la prison. Roxy, elle, a témoigné en visioconférence depuis son lit d'hôpital, livrant un récit glaçant de sa captivité, des médicaments forcés, des chaînes et des délires de Connor sur leur avenir commun. Sa voix n'a jamais flanché, même au plus fort de l'horreur. L'équipe du FBI spécialisée en cybercriminalité a fait une découverte bouleversante. Connor filmait ses victimes pour se protéger, conservant le tout sur des serveurs sécurisés. Ironie du sort, ces preuves destinées à assurer son impunité sont devenues les pièces maîtresses de l'accusation. À mesure que les vidéos étaient diffusées à la cour, le visage de son avocat se décomposait. Le coup de grâce est venu de la propre mère de Connor, venue témoigner contre lui.
Elle a révélé l'existence de journaux intimes écrits dans son enfance, soigneusement dissimulés par honte, où transparaissaient déjà ses fantasmes malsains. En pleurs, elle a achevé de faire basculer le procès. Le procureur m'a pris à part. Vous voulez réclamer la peine maximale, la perpétuité, ou préférez-vous soutenir une démarche centrée sur la réinsertion? J'ai repensé à Roxy enfermée dans cette cave, aux années volées à Emma, aux séquelles d'Amy. Le choix s'est imposé de lui-même, la peine maximale. Dès lors, le groupe d'amis s'est irrémédiablement fracturé. Certains ont compris la nécessité de cette sévérité, jugeant qu'à force, l'escalade de Connor finirait mal. D'autres m'ont reproché mon intransigeance, persuadés que j'étais prisonnier de ma colère. Le fossé s'est creusé sans retour possible. Les tentatives de manipulation du jury par Connor se sont retournées contre lui, et, à mesure que chaque survivante prenait la parole, son modus operandi apparaissait dans toute sa cruauté. Emma est venue témoigner en personne, Amy a trouvé la force de s'exprimer publiquement pour la première fois. Ensemble, elles ont dressé le portrait effrayant d'un prédateur qui peaufinait ses méthodes depuis des années. Dans un dernier sursaut désespéré, Connor a tenté de se suicider en cellule, espérant émouvoir le tribunal, mais les gardiens, rompus à ce genre de manœuvre, sont intervenus à temps. Cette tentative n'a fait que renforcer l'argument du parquet sur sa dangerosité et sa froide détermination. Lorsque le verdict de culpabilité est tombé sur l'ensemble des chefs d'inculpation, j'ai ressenti un immense soulagement, mais aucune joie.